Bonjour, professeur Lionel Berthoud de l'UQTR. Dans cette série de vidéos, on va passer en revue tous les principaux aspects de la pandémie de Covid-19, dans laquelle on est depuis maintenant 3 ans, et probablement qu'on est en train de sortir de cette pandémie. On y reviendra. On va voir ensemble tous les principaux aspects, c'est-à-dire biologie, épidémiologie, les symptômes, les réponses en termes de santé publique, les méthodes de prévention, les vaccins. Alors, il y a beaucoup à dire. On va commencer tout de suite cette première partie sur la biologie des coronavirus. Donc, ce qu'on voit ici sur cette image, c'est un des premiers clichés de microscopie électronique qui a été pris du virus de la COVID-19 début 2020. Celui-ci vient de l'Institut Scripps en Californie. Donc, vous allez voir que certaines des diapos que je vais vous montrer sont vraiment grand public. Certaines autres sont peut-être un petit peu plus pointues. Alors, j'essaierai de vous y faire penser, puis je vous encouragerai à aller de l'avant un petit peu dans le vidéo si ça devient un petit peu trop poussé par rapport à vos attentes. Donc, dans la famille des coronavirus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a de nombreux membres. C'est une très large de famille avec des dizaines de virus connus et probablement beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas encore. C'est une famille qu'on a divisée en trois groupes: les alpha coronavirus, les bêta coronavirus et puis les gamma coronavirus. Et dans cette famille, il y a beaucoup de virus qui ont été en fait isolés chez des animaux, pas chez l'humain, et qui n'affectent pas l'humain, qu'on n'a pas encore trouvé chez l'humain. Il y a d'autres de ces virus qui sont présents dans l'espèce humaine depuis assez longtemps. Ce n'est pas toujours évident de savoir depuis combien de temps exactement, mais en tout cas, ce ne sont pas des introductions récentes dans notre espèce. Alors, parmi les plus connus, vous voyez, on a HCoV 229E ici, NL63, HCoV HKU1 qui est présent ici, OC43 qui est présent ici. Ce sont les quatre les plus connus. Et tous ces virus sont maintenant endémiques, c'est-à-dire qu'ils sont présents de façon régulière dans l'espèce humaine. Certains sont présents à des fréquences plus élevées que d'autres. Bien souvent, nous avons déjà été confrontés à une infection par l'un ou l'autre de ces coronavirus, et donc on a une certaine protection conférée par notre immunité. Alors, le plus souvent, ces virus causent des symptômes respiratoires qui vont être modérés, qui vont être limités aux voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire le nez, la gorge. Cela dit, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des gens chez qui il y a des complications, surtout lorsque le virus se répand aux voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire les poumons, les bronches. Et cela se produit le plus souvent chez des patients qui sont euh, immunodéprimés, qui ont un certain niveau d'immunodépression. Alors, on peut parler de gens qui sont à un âge avancé, de gens qui ont eu certaines interventions chirurgicales, qui ont eu certains traitements contre le cancer. Et en réalité, ce sont les groupes de risque qui sont à peu près les mêmes que pour la COVID-19. Mais d'une façon générale, les symptômes, le risque de complications est beaucoup moins fréquent que ce qu'on a connu pendant la COVID-19. Et donc, il y a un petit nombre de coronavirus qui sont davantage pathogéniques. Alors, eux, je les ai entourés en rouge et qui ont causé des épidémies récentes chez l'humain. Ce sont trois virus en réalité, et ils appartiennent tous au groupe des bêta-coronavirus.
Donc, premièrement, en 2002-2003, on a eu une épidémie de SARS, qu'on appelle donc le SRAS plus souvent en français, syndrome respiratoire aigu sévère. Et c'est une épidémie qui a touché ici au Canada, essentiellement la ville de Toronto, et puis qui a été très localisée en Asie. Le virus était très pathogénique. Le pourcentage de décès était vraiment significatif comparé, par exemple, à COVID-19. Heureusement, le virus se transmettait moins efficacement d'humain à humain. Donc, ce virus-là, on l'a appelé SARS-CoV à l'époque. Souvent, maintenant, on l'appelle SARS-CoV-1 pour le différencier évidemment du SARS-CoV-2. Le deuxième virus qui est très similaire, donc c'est celui qui a causé COVID-19 et qu'on appelle donc SARS-CoV-2, qu'on appelait au début, vraiment au tout début 2019 nCoV, c'est-à-dire nouveau coronavirus de 2019, et puis le nom a été assez rapidement changé. Et enfin, la troisième épidémie, c'est celle du MERS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Alors, c'est en réalité une épidémie qui est toujours en cours, c'est-à-dire qu'on a encore régulièrement des gens qui sont infectés. Ils sont souvent infectés par des contacts avec des dromadaires. Donc, il y a là encore très, très peu de transmission d'humain à humain. Là encore, il y a un taux de mortalité qui est significatif chez les gens qui sont infectés. Alors, c'est causé par un autre bêta-coronavirus qui s'appelle MERS-CoV. Donc, dans les diapos qui s'en viennent, on va parler de la structure du virus lui-même, la structure du génome de ce virus et puis le cycle de vie des virus. Alors, si ce sont des sections qui sont un petit peu moins d'intérêt pour vous, si vous trouvez ça trop pointu, vous pouvez sauter directement à la diapo qui est intitulée « Origine des coronavirus humains à pathogénicité élevée ». Ça intéresse en général davantage le public plus large. Donc, les coronavirus, ce sont des virus qu'on dit à ARN. Ça signifie que leur génome, l'acide nucléique qui porte leur gène, est constitué d'ARN. Ce sont des virus enveloppés, donc ils sont entourés d'une bicouche lipidique qui est dérivée de membranes qui appartiennent à la cellule qui va produire ce virus. Et ce qu'on sait au sujet des virus enveloppés, c'est que le plus souvent, ils sont transmis de personne à personne via des fluides corporels. Donc, ça peut être la salive, ça peut être le sang, ça peut être les fluides sexuels. D'autres exemples de virus enveloppés sont par exemple le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et le virus de la grippe également. Et ces modes de transmission via des fluides corporels se retrouvent également pour la COVID-19, évidemment, puisque maintenant on sait très bien que la transmission d'humain à humain de ce virus se fait par la salive, également par les écoulements nasaux. Donc, lorsque les gens toussent, éternuent ou simplement parlent ou chantent, il y a des émissions de gouttelettes de différentes tailles. Lorsque les gouttelettes sont très petites, on les appelle des aérosols, mais en gros, ce sont des petites gouttes de salive. Et puis, la méthode de transmission la plus courante et certainement de très loin, c'est l'inhalation de ces gouttelettes. On en parlera plus profondément dans une autre présentation. Les coronavirus, dans leur enveloppe, présentent 3 protéines différentes, les protéines d'enveloppe E, protéine de membrane M et puis une protéine dont on va beaucoup parler dans ce cours qui est la protéine de spicule, autrement dit S. Et cette protéine S, c'est celle qui est responsable de l'interaction avec le récepteur qui permet donc au virus d'entrer dans la cellule et c'est celle qui est également utilisée dans la conception de vaccins contre la COVID-19, c'est-à-dire que les vaccins vont aboutir à la production d'anticorps dirigés contre cette protéine S.
Et enfin, une autre protéine de structure qui est importante, c'est la protéine N qui recouvre et protège l'ARN du virus qui est présent, comme dans tous les virus, au cœur du virus. Ça, ce sont les principales protéines de structure, mais il faut comprendre qu'il y a également de multiples protéines qui sont codées par ce virus et qui servent à la réplication du génome viral, qui servent également à contrôler l'environnement cellulaire dans lequel ce virus se trouve et qui peuvent également assister à l'assemblage de nouvelles particules virales. Donc, pour ce qui est de l'organisation du génome, la particularité du génome du SARS-CoV, c'est qu'il est de très grande taille par rapport au virus à ARN habituel. Donc, il fait à peu près 30 kilobases de long, cet ARN, comparé par exemple à l'ARN des rétrovirus, comme le virus VIH, qui fait à peu près une dizaine de kilobases. Et ça complique beaucoup la vie des biologistes qui veulent travailler sur ce virus. Dans ce génome viral, on va trouver dans la première moitié des deux gènes principaux qui sont l'ORF1A et 1B, qui codent pour des protéines qu'on appelle PP1A et PP1B. Donc, ce sont ces gènes codent pour des protéines non structurales, notamment des enzymes telles que la polymérase qui va répliquer le génome, également deux protéases qui sont codées dans ce génome et qui vont servir à maturer les protéines virales, c'est-à-dire à couper les polyprotéines précurseurs pour donner les protéines de taille finale. La polymérase qui va copier l'ARN viral de sa réplication s'appelle la RDRP, et ça, c'est une cible d'intérêt pour des antiviraux. D'autres cibles d'intérêt pour les antiviraux, ce sont ces protéases virales. Et dans la deuxième partie du génome, on va trouver premièrement les gènes codant pour les protéines structurales dont je vous parlais juste avant. Donc, vous voyez ici S, E, M et N. Et on a d'autres protéines qui sont des protéines dites accessoires, mais qui en réalité sont souvent très importantes et qui servent à contrôler l'environnement cellulaire, notamment bien souvent pour inhiber des réponses immunes intracellulaires et aussi probablement pour assister à l'assemblage de particules virales. Donc, le virus entre dans la cellule via l'interaction avec un récepteur qui s'appelle ACE2 et il y a une entrée via un phénomène d'endocytose qui résulte en la fusion entre le virus et puis la particule d'endocytose. Donc, l'ARN du virus est maintenant libéré dans le cytoplasme de la cellule, ce qui va aboutir à la synthèse des protéines PP1A et PP1B qui vont être maturées pour donner tout un tas de protéines virales, incluant les enzymes qui servent à la réplication du génome, dont notamment la polymérase RDRP que je mentionnais juste avant. Et cette polymérase va copier l'ARN du génome du virus en ARN qu'on appelle un ARN complémentaire qui va être de sens opposé. Et puis, cet ARN va lui-même être transcrit pour donner tout un tas d'ARN messagers qui vont être de tailles différentes et qui vont servir à synthétiser des protéines, notamment des protéines de structure pour la formation de nouvelles particules virales. La réplication de l'ARN se poursuit, c'est-à-dire que cet ARN ici va être à son tour copié en ARN de bonne orientation pour devenir un ARN génomique. Et puis les nouvelles particules virales vont s'assembler, profitant d'une machinerie cellulaire qu'on appelle parfois la machinerie sécrétoire. Et notamment, l'assemblage se fait au niveau de membranes qui sont intermédiaires entre le réticulum endoplasmique et puis l'appareil de Golgi, donc un système de membrane qu'on appelle l'ergique. Donc, les nouvelles particules virales
sont assemblés pour finir par être relargués à l'extérieur de la cellule. Donc ça, c'est la version vraiment schématique, la plus schématique possible du cycle de vie pour ces virus. Évidemment, il y a beaucoup de subtilités additionnelles dont on ne parlera pas ici. Donc, on en vient à l'origine des coronavirus qui ont causé des épidémies sévères dans les 20 dernières années, incluant évidemment la pandémie de COVID-19. Dans les 3 cas, le virus semble provenir de chauves-souris. Donc, les chauves-souris constituent un réservoir naturel pour ces coronavirus, ainsi d'ailleurs que pour d'autres virus. Il y a des particularités dans les espèces de chauves-souris qui font en sorte qu'elles tolèrent davantage d'être infectées par des virus. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans, évidemment, mais disons que ce n'était pas vraiment surprenant de découvrir que les chauves-souris constituent un réservoir pour les coronavirus. Cela dit, en général, les coronavirus ne sautent pas directement depuis la chauve-souris à l'espèce humaine. Bien souvent, il y a des hôtes intermédiaires qui sont infectés. Donc, l'hôte intermédiaire varie d'une épidémie à une autre. On a pu constater que la civette était probablement l'hôte intermédiaire pour l'épidémie de SARS de 2002. On sait absolument que les dromadaires sont l'hôte intermédiaire pour l'épidémie de MERS de 2012. Et comme je vous l'ai dit, il y a encore des cas qui se produisent. On n'a pas encore absolument identifié quelle était l'espèce ou les espèces animales qui étaient l'hôte intermédiaire pour l'épidémie de COVID-19. Cela dit, comme je l'ai indiqué, le pangolin reste vraiment l'animal qui est un des premiers suspects. Mais d'autres espèces ont été proposées. Et un terme qui serait intéressant à connaître, c'est celui de zoonose. Zoonose, ça signifie un saut d'espèce qui est effectué par un virus lorsqu'un virus est transmis d'une espèce animale à une autre. Donc, une zoonose peut se produire, par exemple, entre les chauves-souris et puis les dromadaires, mais également, évidemment, entre une espèce animale et puis l'espèce humaine. Et on parle souvent, dans ce cas-ci, de maladies zoonotiques ou de virus zoonotiques. Une maladie causée par un microbe, comme un coronavirus, peut être épidémique, elle peut être pandémique. Pandémique, c'est lorsque c'est de très grande ampleur et que le virus se propage efficacement d'humain à humain dans tous les pays de la planète. Et au final, le virus va devenir endémique lorsqu'il s'installe vraiment durablement dans l'espèce humaine à un niveau à peu près constant. Alors, plusieurs personnes estiment que SARS-CoV-2 présentement est déjà devenu endémique. Et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en février 2023, des gouvernements, comme notamment le gouvernement américain, ont déjà déclaré qu'ils considéraient que la pandémie de COVID-19 est terminée. Et ça, c'est une déclaration qu'on attend un peu plus tard cette année. Donc, ça veut dire qu'on va sortir de l'état d'urgence pandémique pour entrer dans un état endémique où simplement le virus est présent dans l'espèce humaine. Il faut s'attendre à être infecté à nouveau par ce coronavirus dans le futur. Pour ce qui est des deux épidémies précédentes, c'est-à-dire l'épidémie de SARS et puis l'épidémie de MERS, eh bien, dans ce cas-ci, le virus n'est jamais devenu vraiment endémique dans l'espèce humaine. L'épidémie de SARS a pu être endiguée. Et puis, pour ce qui est du MERS, ce sont plutôt maintenant des cas sporadiques de transmission à l'humain. Il n'y a pas vraiment de transmission efficace d'humain à humain. Et donc, on ne parle pas vraiment en réalité d'une maladie endémique, mais même possiblement qu'on pourrait parler d'une maladie qui n'est pas épidémique, mais plutôt sporadique. Alors évidemment, ce qui nous préoccupe, c'est
est-ce qu'il faut s'attendre à une prochaine épidémie et peut-être pandémie causée par un autre coronavirus dans le futur? Évidemment, c'est difficile à prédire, mais ce que ce qu'on peut tirer des dernières épidémies à coronavirus, c'est qu'il serait important de développer les capacités qu'on a de surveillance des coronavirus chez les chauves-souris et puis également chez les animaux qui sont les animaux qui sont un petit peu la voie de transmission de ce virus en direction de l'espèce humaine. Et ce serait également important de disposer de meilleurs outils pour essayer de prédire lesquels parmi les virus que l'on peut trouver chez les chauves-souris ou chez certains mammifères, lesquels parmi eux vont pouvoir au final être capables d'infecter l'humain et d'être transmis d'humain à humain. Et on manque un petit peu présentement d'outils pour cela. Et puis, ça m'amène justement à souligner le fait que c'est important de promouvoir et de soutenir la recherche fondamentale, parce que ça, ce sont des recherches qui ne mènent pas à des traitements ni à des vaccins, mais qui sont quand même fort importantes. Alors, évidemment, on a beaucoup débattu de quelle était l'origine exacte de la pandémie, où et quand ont eu lieu les toutes premières infections et puis s'agit-il d'une infection, qui serait naturelle ou bien d'une fuite d'un virus depuis un laboratoire de virologie? Hem La preuve prépondérante à l'heure à laquelle, je fais cet enregistrement, c'est que les premiers cas sont concentrés autour du marché de, Wuhan, donc qui est montré ici en bas à gauche et c'est un marché comme dans lequel, des animaux vivants étaient vendus, comme c'est souvent, le cas dans les marchés en Chine et on a trouvé des traces claires d'animaux de ce marché qui avaient été infectés et puis d'humains qui avaient été infectés, parce qu'ils travaillaient dans ce marché ou qu'ils avaient fréquenté ce marché. Est-ce que cela constitue la preuve que le tout premier cas de cette, pandémie, a eu lieu dans ce marché? Non, parce qu'évidemment, il serait possible que quelqu'un ait contracté le virus en dehors du marché et puis l'ait amené dans ce marché et infecté peut-être d'autres humains ou peut-être d'autres animaux dans ce marché et que l'épidémie est ensuite explosée, à partir de là. Donc on n'a pas, la réponse définitive à cette question. C'est pas certain qu'on l'aura un jour. La raison pour laquelle il y a de la, suspicion, c'est que premièrement, effectivement, le gouvernement chinois est en général assez, secret pour ce qui est, des choses un petit peu embarrassantes qui pourraient se produire. Et deuxièmement, il se trouve qu'à Wuhan, il y a un institut de virologie qui est très important, très réputé. Et donc évidemment, beaucoup de gens trouvent que c'est une drôle de coïncidence que, ce soit précisément dans cette ville-là que l'épidémie ait, démarré. Il n'y a jamais eu la moindre preuve qu'il y aurait eu une fuite de virus provenant de ce laboratoire. Il n'y a jamais eu la moindre preuve que ce laboratoire travaillait sur ce virus particulier avant, l'épidémie. Donc il n'y a aucune raison là de croire qu'il y a eu un espèce d'acte malveillant à partir de ce laboratoire. Donc peut-être que, au final, ce n'est qu'une coïncidence que cet institut de virologie se trouve dans cette ville. Hem, Personnellement, il y a une petite hypothèse que j'aime bien, mais qui n'est appuyée sur aucun fait fiable. Mais il faut, comprendre que il y a un laboratoire spécialiste des coronavirus dans cet institut, et ce laboratoire étudiait les coronavirus présents dans la nature, notamment présents chez les chauves-souris. OK? Et donc ça veut dire qu'ils ont des étudiants, des travailleurs qui partent collecter des échantillons en forêt, dans la nature, OK? Notamment, là où se trouvent des chauves-souris. Et donc on peut très bien imaginer que
un de leurs travailleurs ait été accidentellement infecté alors qu'il faisait des expériences dans la nature et que l'épidémie serait démarrée comme ça. C'est-à-dire que ce ne serait pas une fuite à partir de ce laboratoire, mais ce serait quand même lié à des activités de ce laboratoire. Là encore, il y a rien qui permet d'appuyer cette hypothèse-là. C'est vraiment une hypothèse parmi d'autres. Peut-être qu'un jour, on aura la réponse, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas le débat là, le plus utile dans cette pandémie. Ce qui est clair, c'est qu'il y a rien qui aurait pu empêcher cette épidémie de se propager à partir du moment où elle a commencé. Le gouvernement chinois a beaucoup été critiqué de façon, je dirais, exagérée. Je ne pense pas que d'autres pays auraient fait beaucoup mieux en termes de contrôler cette épidémie à ses débuts. Alors, c'est tout pour cette première partie. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Merci de votre attention.